Bonjour à tous. Donc on va commencer cette petite session, cette conférence sur les aspects juridiques, vos contrats, enfin, ou les futurs contrats que vous allez signer. On va parler de votre statut juridique demain en qualité de médecin libéral et dans le cadre de votre installation. Donc, je me présente, je suis Adeline Richard-Michelet, je suis avocate au sein du cabinet SIA Conseil. Je suis spécialiste en droit des sociétés et j'ai une qualification spécifique auprès des professions libérales et réglementées. Donc, globalement, le conseil et l'accompagnement auprès des professions libérales et notamment des médecins, c'est mon dada. Voilà, depuis 20 ans. Donc, je suis ravie de faire cette conférence. L'idée de cette conférence, c'est qu'elle ne se veut pas du tout descendante. C'est qu'il y a un micro qui va circuler au fur et à mesure. Vous pouvez m'interrompre, enfin voilà, demander à poser des questions au fur et à mesure. C'est vraiment avec grand plaisir. Moi, j'ai bâti cette conférence selon une ligne directrice qui me semblait intéressante. S'il y a des sujets que je n'ai pas prévu d'évoquer et que vous souhaitez les évoquer, c'est libre. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Si éventuellement, j'imagine que c'est trop compliqué ou qu'on n'aura pas le temps, je vous le dirai, mais n'hésitez pas. J'ai orienté cette conférence selon une ligne de temps où je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant pour vous, c'est que votre installation, en fait, elle est progressive. Vous pouvez démarrer par une collaboration, puis après être en association. Et dans le cadre de ce cursus-là, vous allez rencontrer tout un tas de choses d'un point de vue juridique. Et l'idée de cette conférence, c'est de vous donner des alertes et des clignotants. Vous n'en repartirez pas avec un dictionnaire juridique, vous en repartirez uniquement avec des clignotants qui devront rester dans votre esprit quand vous serez confronté à cette situation. Volontairement, je n'envisage pas de parler, mais encore une fois, s'il y a des questions dessus, il n'y a pas de problème. Je n'envisage pas d'évoquer le contrat de remplacement avec toutes ses spécificités, parce que je voulais aller plus loin après dans l'installation avec les structures de groupe, etc. Donc, je n'avais pas le temps de tout faire. Voilà. Donc, les contrats et statuts juridiques pour les médecins libéraux, on va tout d'abord, je vais vous rappeler certaines choses sur la collaboration libérale. Ça parle à tout le monde ou pas? Alors, en fait, je vous demande, mais je ne vois pas, en fait. Est-ce que déjà, vous m'entendez bien? Ça va. D'accord. Donc, la collaboration libérale, alors, ce que vous devez écouter, c'est notamment, vous, en tant que collaborateur libéral aujourd'hui, si vous signez un contrat de collaboration libérale, mais également demain, si vous êtes installé et que vous prenez un collaborateur libéral. Donc, certes, il y a un modèle de contrat sur le site du Conseil de l'Ordre sur lequel vous pouvez vous appuyer, mais c'est toujours bien que vous gardiez à l'esprit d'être critique par rapport à ça et vous pourrez être amené à rencontrer des situations un peu particulières. Donc, gardez bien à l'esprit ce que je vais vous dire parce que ce n'est pas parce que vous avez un modèle proposé par le Conseil de l'Ordre que quelquefois, il ne peut pas y avoir des spécificités ou des choses sur lesquelles vous devez adapter. Donc, ce contrat de collaboration libérale, déjà, il est conclu entre deux médecins inscrits au tableau de l'ordre et qui sont de la même spécialité. C'est important parce qu'on peut avoir quelquefois des contrats de collaboration libérale où, par exemple, est-ce qu'un stomato, il peut y avoir une collaboration libérale avec un chirurgien dentiste? Bonjour. La réponse est non, en fait. C'est des professions proches, mais il y en a un qui exerce l'art dentaire et l'autre l'art médical, et donc je ne peux pas faire de contrat de collaboration. De même, un contrat de collaboration entre un médecin spécialiste et un médecin généraliste, le principe, c'est que ça n'est pas possible. Alors, on peut toujours imaginer des dérogations, mais le principe, c'est que ça n'est pas possible. Alors, quelques petits rappels. Contrairement au remplacement, bonjour. Contrairement au remplacement, quand vous avez un collaborateur qui exerce au cabinet, il peut exercer en même temps que le praticien titulaire. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas comme le remplacement où le remplacé doit être absent pendant que le remplaçant est là. Là, quand le collaborateur
est au cabinet, il peut exercer en même temps que le titulaire du cabinet. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. Là, c'est à vous de choisir. Il y a des avantages et des inconvénients pour tout, pour les deux. Si vous êtes en contrat à durée indéterminée, vous pouvez décider d'un préavis de retrait. Et c'est vrai que si vous voulez garder, vous en tant que collaborateur, si vous voulez garder une certaine liberté de pouvoir résilier à un moment donné, le contrat à durée indéterminée vous laisse cette opportunité-là, puisque vous avez un préavis de retrait et sous réserve que vous ayez respecté ce préavis de retrait, vous pouvez résilier ce contrat. Si vous avez un contrat à durée déterminée, ça veut dire que vous vous engagez sur une certaine durée. Et si vous vous engagez sur une certaine durée et que vous souhaitez faire moins, en fait, vous ne pouvez pas le faire. Alors, bien évidemment, tout ça, vous faites ce que vous voulez s'il y a un accord entre vous. Bonjour. Donc, le contrat à durée déterminée, c'est pourquoi pas. Mais si vous prévoyez une durée de contrat de collaboration de 6 mois et que ou le titulaire du cabinet ou le collaborateur ne veut pas aller jusqu'au bout, mais que l'autre aimerait bien que le contrat aille jusqu'au bout, on risque d'avoir quelques frictions. Donc après, bien évidemment, la communication entre chacun, etc., peut permettre de résoudre le problème. Le contrat juridique, il faut comprendre que c'est important quand il y a un désaccord. Ça permet de clarifier les choses. Vous pouvez toujours passer outre tout ce que vous avez écrit à partir du moment où il y a un accord entre vous. Ce n'est pas pour ça que le contrat, faut qu'il soit rédigé n'importe comment. Donc, contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, il peut y avoir des avantages, des inconvénients pour chacun. À la base, ce contrat de collaboration, quand il a été fait en 2005, quand ça a été décidé par la loi en 2005, il était fait comme étant un contrat pour préparer une association. C'est vraiment comme ça qu'il a été écrit. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça fonctionne plutôt bien parce qu'il y a des gens qui sont très demandeurs d'être collaborateurs pendant un certain temps avant de se lancer réellement dans l'aventure. Donc, je trouve que ça porte plutôt ses fruits. Par contre, il faut savoir aussi, mais au même titre que le remplacement, il y a des collaborateurs, il y a des gens qui souhaiteront rester collaborateurs toute leur vie parce que c'est leur manière de fonctionner, ils veulent garder une liberté. Pour autant, vous, en tant que futur titulaire de cabinet, le contrat de collaboration peut être une bonne opportunité pour permettre à quelqu'un de s'insérer au cabinet gentiment mais sûrement et puis d'essayer de le fidéliser pour aller plus loin dans l'association. Il faut savoir que, là, ça concerne moins la médecine générale, quoique, mais plus les spécialités, les spécialistes. Hors spécialité de médecine générale, plutôt, je devrais plutôt dire ça, c'est que si vous avez un médecin secteur 1 et un médecin secteur 2, si vous avez un titulaire de cabinet qui est médecin secteur 1 et que le collaborateur est secteur 2, le collaborateur exercera sous son secteur. Ça ne marche pas comme un remplacement. Et inversement. Si vous êtes titulaire du cabinet et que vous souhaitez prendre un collaborateur, par exemple 2 jours par semaine, c'est tout à fait possible. Le collaborateur pourra aller exercer ailleurs. Ça, il n'y a pas de problème. En revanche, si au sein du cabinet, vous êtes 5 médecins, vous souhaitez prendre un collaborateur, et puis je ne sais pas pourquoi vous êtes organisé comme ça, mais ce collaborateur a un contrat avec chaque médecin. Donc, un contrat à temps partiel, puisque chacun en profite une journée. Les médecins titulaires de cabinet, sauf accord du Conseil de l'Ordre, ne peuvent pas avoir un autre collaborateur libéral. Donc, voilà. Donc, il faudra réorganiser les choses, mais un médecin titulaire d'un cabinet installé ne peut avoir qu'un seul collaborateur. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que j'avance ? Il y en a. Ça y est. Du coup, là, le collaborateur et le médecin titulaire qui peuvent travailler en même temps, par exemple, le collaborateur peut remplacer le médecin dans son cabinet
Et le médecin titulaire, il peut aller, je sais pas, en EHPAD travailler Hmm. du coup. Ok, d'accord. Donc, il n'est pas remplaçant, il est Oui, enfin, collaborateur et le médecin est parti travailler à l'EHPAD. ok, Pas de problème. d'accord. Ou parti en visite, ou... Bonjour, je vois Bonjour. sur la dernière ligne que vous écrivez qu'en cas de collaboration, il peut y avoir d'autres activités possibles, comme particulièrement les remplacements. Oui. Donc on peut être en collaboration dans un cabinet, remplaçant dans un autre. Petite Tout à fait. question, quand on est collaborateur, si on est installé en secteur 2, on va avoir l'URSSAF et la CARMF en fonction du secteur 2. Quand Oui. on est remplaçant, normalement on Oui. bénéficie des Oui. cotisations en secteur 1. Exact. Alors, ce principe s'applique. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... alors, j'ai jamais eu le cas concrètement, mais en effet, c'est ça qui s'applique. C'est-à-dire que si vous êtes secteur 2, vous venez en collaboration, vous travaillez sous votre secteur 2. Par contre, si vous faites du remplacement d'un médecin secteur 1, vous travaillerez sous son statut, donc sous son secteur, donc secteur 1. Et donc, à mon sens, quand vous allez remplir votre déclaration en fait, pour vos cotisations sociales, va falloir distinguer les choses. Parce que typiquement pour l'URSSAF et la CARMF, en tout cas, je n'ai pas trouvé comment c'était possible de faire une déclaration. Alors moi non plus, je ne sais pas. Je pense que ça risque d'être le bazar, mais ce principe-là devrait s'appliquer. Ok, parce que techniquement, toutes les personnes que je connaisse qui sont dans ce genre de situation se retrouvent à se faire un peu enfumer, je le mets entre guillemets. Oui, parce qu'elles payent que des cotisations Exactement. secteur 2. Tout à fait. Parce qu'ils ne retiennent que le statut de collaborateur. Exactement. Ouais. Et en principe, s'il y a un remplacement qui est fait sous un secteur 1, ils devraient payer des cotisations secteur 1. Et dernière petite question, est-ce qu'en termes de contrat, il peut y avoir des souplesses, ou alors est-ce qu'il faut que ce soit des jours fixes? Je vous explique. Typiquement, ce que vous venez de décrire du cabinet de 5 personnes, c'est mon cas. Je suis remplaçante actuellement et elle me propose une collaboration, sauf qu'il y aurait des jours fixes dans l'année avec modification pendant les vacances scolaires puisque je travaillerai plus. Et donc, est-ce que c'est comme un contrat de remplacement, il faut fixer tous les jours, ou est-ce qu'il peut y avoir de la souplesse, ou comment ça peut fonctionner? Alors moi, je vais vous répondre d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, on n'a pas besoin d'indiquer les jours. C'est-à-dire que vous pouvez les indiquer à titre indicatif s'il y a des modifications. Voilà. Sur le remplacement, c'est normal que vous soyez fliqué parce que en fait, il faut bien qu'on sache que si vous êtes remplaçant, le praticien ne peut pas travailler. Donc c'est normal en fait qu'il y ait cette identification jour par jour. La collaboration, ce n'est pas ce sujet-là. Vous venez travailler au sein du cabinet, certes, vous êtes collaborateur de tel et tel praticien. Donc dans le contrat, alors c'est vrai que là on s'oppose souvent un petit peu, c'est-à-dire que dans le contrat, il est bien de mettre, par principe, vous allez travailler le lundi, mardi, mercredi. Et par contre, il faut simplement mettre que ce planning pourra être modifié tenant compte des contraintes de chacun. Pendant les vacances scolaires, vous pourrez être amené à en faire plus, etc. Pour moi, ça suffit. Merci beaucoup. Bonjour. J'espère que ma question ne sera pas trop idiote, mais... Il n'y a pas de question idiote. Merci. Mais je suis complètement incompétent dans tout ce qui est juridique, donc je préfère la poser quand même. C'est ce que tout le monde dit, mais en fait, voilà, il n'y a pas de sujet. Hein. Bon, incompétent, mais pas imperméable. Pourquoi la collaboration libérale? Ah, pourquoi? C'est un peu l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, c'est que quand le contrat il a été créé en 2005, enfin avant que le contrat soit créé, globalement, comment vous faisiez pour fidéliser ou faire venir les gens au cabinet, pour avoir envie pour donner envie aux gens de venir et de s'associer? Il y avait le remplacement et il y avait le remplacement. Donc, sauf que le remplacement, la définition du remplacement, c'est vous avez un praticien qui est malade, qui est en formation, vous venez le remplacer. Ok ? Ce n'était pas fait pour faire le remplacement longue durée. C'est une construction de, on va dire, c'est une construction voilà. Ça permet de couvrir aussi des besoins de santé publique aussi, parce que on a besoin de médecins et le remplacement régulier, ça nous arrange bien pour pouvoir suivre les patients. Mais d'un point de vue juridique, le remplacement, on devrait remplacer quelqu'un ou pour maladie, ou pour congé, ou pour formation. Ok ? Donc, quelqu'un qui voulait venir tester avant de s'associer, en fait, on n'avait pas trop de solutions. Et la collaboration, elle a été faite pour ça. Et pour ça, c'est un super statut. Voilà.
Donc la collaboration, l'esprit de la collaboration, si vous reprenez les textes, hein, quand il y a eu discussion à l'Assemblée nationale, la ligne directrice, ça a été permettre aux médecins de venir dans un cabinet en vue d'une association. Alors comme tout, je trouve que, moi, les projets que j'ai à étudier, c'est plutôt ça. Les gens sont collaborateurs et puis après, envisagent une association, donc ça fait bien le job. Puis comme tout, hein, il y a des abus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui resteront collaborateurs parce qu'ils sont très attachés à garder leur liberté et que pour rien au monde, ils ne s'attacheront nulle part. Bon, mais comme du remplacement régulier. Mais si ça, je trouve que ça permet aux gens, quand ils s'associent, ils ont vraiment envie de s'associer. Et ça permet aussi aux titulaires de cabinet de laisser un peu plus de temps. Et donc ça, il faut que ça soit régenté par un contrat. Donc. Alors déjà, c'est obligatoire. D'accord. OK. Et puis, vous savez, c'est comme tout contrat, hein, mais en fait, un contrat, on se tape dans la main, ça va bien, et puis si ça ne va pas, on se parlera. Ce serait bien ça dans la vraie vie, mais en fait, dans la vraie vie, il ne se passe pas ça. Donc, vous signez votre contrat, il ne se passera rien parce que vous continuerez à communiquer, sauf que s'il se passe quelque chose, vous avez le contrat. D'accord. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Du coup, si on a le droit de travailler en même temps que celui dont on est le collaborateur, ça veut dire qu'on peut utiliser d'autres bureaux de la MSP Tout à fait. sans souci. Donc, on peut payer un loyer à d'autres gens. Alors, justement, je vais y venir sur la redevance. Alors, c'est pas parce que vous êtes collaboratrice du docteur Intel que physiquement, vous êtes forcément dans son bureau. Il y a peut-être un bureau de libre, un bureau en plus au sein des locaux, et c'est ce bureau-là que vous occupez. Donc, physiquement, en fait, on s'en fiche. OK ? Après, je vais parler justement des honoraires. J'avance un petit peu, puis je vais continuer à répondre à vos questions si vous voulez. Justement, les honoraires. Donc, les honoraires, ça fonctionne à l'envers de ce que de ce que vous connaissez en matière de remplacement, c'est-à-dire que le collaborateur, par principe, perçoit ses honoraires et verse ce qu'on appelle une redevance. Alors moi, je suis très attachée aux terminologies. On ne parle plus de rétrocession, on parle de redevance. On verse une redevance au titulaire du cabinet avec lequel j'ai signé mon contrat de collaboration. Et à l'inverse, si vous êtes titulaire de cabinet, vous signez un contrat et vous recevez une redevance du collaborateur. Il faut savoir que dans certains groupes, ça fonctionne à l'envers. Est-ce que certains ont vu, ou par exemple, c'est plus chez les spécialistes qui fonctionnent dans des groupes avec des mutualisations d'honoraires comme des sociétés d'exercice libéral ou des SCP, où par exemple ils sont 5-6, ils mutualisent leurs honoraires. Quand il y a un contrat de collaboration, on fait l'inverse. Donc le Conseil de l'ordre n'aime pas trop, mais c'est quand même un fonctionnement beaucoup plus pratique. Les honoraires sont versés dans la structure commune et une redevance est reversée aux collaborateurs. Donc, dans un sens ou dans un autre, même si le premier schéma que je vous ai présenté est quand même celui beaucoup plus utilisé. Et donc, en fait, la question de cette redevance, c'est en fait, je paye quoi, comment, sur quel pourcentage ? Le principe veut que, assez habituellement, ce soit un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc, si vous percevez 100, vous allez reverser 30%, 25%, 35%. Bon, ça, c'est fonction de la spécialité, c'est fonction principalement de la spécialité que vous aurez. Pour autant, il est courant que l'on vous propose une redevance fixe. Donc, pourquoi pas ? Moi, après, avec mon œil fiscal, ça me plaît beaucoup moins. Et c'est pour ça que j'apprécie davantage la redevance variable. Je vous explique. Si vous êtes titulaire d'un cabinet et que vous dites à votre collaborateur, écoute, tu me verseras 1 000 € par mois, et que le contrat de collaboration dure longtemps, en fait, on pourrait considérer que c'est un ensemble de faisceaux d'indices où on pourrait considérer que ça s'assimile un peu à du salariat. Donc, la redevance fixe, pourquoi pas ? Mais du coup, quand le contrat dure longtemps, moi, je suis favorable à mettre une petite dose de proportionnalité. Donc, ça peut être, par exemple, tu nous verseras 30% de ton chiffre d'affaires dans la limite de 1 000 € ou 1 500 €. Bon, ça me plaît déjà mieux. Au final, ça revient quasiment au même, mais à l'écrit, ça me convient un peu mieux. Voilà.
Ça, c'est notre œil un peu fiscal. Il y avait eu quand même quelques tentatives par l'administration fiscale de requalification de contrat de collaboration en contrat de travail et c'est ultra désagréable, donc autant prendre les devants. Le collaborateur, il dispose de sa carte, il dispose de ses feuilles. Bien évidemment, alors ça a été le gros sujet quand le contrat de collaboration a été mis en place. Le collaborateur libéral peut développer sa clientèle personnelle. C'est dans les textes, c'est pour ça que je vous le dis comme ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de clause de non-concurrence dans un contrat de collaboration. Point final. Oui, mais non. Pas de clause de non-concurrence. Ouais? Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Bonjour. Donc, je suis membre du CDOM 49, docteur Cambou, affaires juridiques. Donc, je voulais préciser par rapport à l'avantage de la collaboration, c'est que vous avez les forfaits. Vous touchez les forfaits patientèles. Vous avez votre propre patientèle et donc vous allez toucher les forfaits. Et vous savez qu'il y a une modification des forfaits qui va être très importante à partir de l'année prochaine. Donc, c'est une partie qui est très, très importante dans la rémunération du médecin. Un médecin remplaçant, il a une rétrocession, mais il n'a pas la forfait patientèle, il n'a pas la ROSP, il n'a pas tout ça. Donc c'est aussi notable en termes de rémunération. En ce qui concerne juste la redevance, une petite chose où on est souvent interpellé au Conseil de l'Ordre, c'est sur le logiciel médical. Alors il y a certains collaborateurs qui s'étonnent que le titulaire demande au médecin collaborateur de payer la licence de son logiciel. Parce que le collaborateur pense souvent qu'en fait, il arrive et qu'il a quelque chose de clé en main et qu'il n'a pas à payer quoi que ce soit, puisque tout est payé sous forme de redevance. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que la redevance, c'est pour le secrétariat, les locaux, etc. Mais le médecin collaborateur doit quand même avoir la propre licence de son logiciel, c'est-à-dire que si le cabinet est sous Doctolib, il faut qu'il achète sa licence Doctolib. Ou négocier en tout cas, mais ce n'est pas choquant que la licence soit demandée aux collaborateurs, ne serait-ce que d'un point de vue pratique, parce que si le collaborateur décide, comme vous venez de le rappeler, qu'il veut s'installer à 500 mètres ou dans le cabinet ou ailleurs, puisqu'il n'y a pas de clause de non-réinstallation à côté, il doit pouvoir quitter le cabinet avec sa propre base patient et son propre logiciel. Donc on ne peut pas mélanger les logiciels du médecin titulaire et du collaborateur. Donc si le collaborateur a effectivement pas de frais par rapport au loyer, etc., il doit quand même acheter une licence ApiCrypt, il doit quand même acheter son logiciel qui a son nom, parce que le collaborateur a des ordonnances à son nom, a des feuilles de soins à son nom, tout est à son nom quand même. Donc il y a quand même quelques petits frais, c'est pas comme un remplaçant qui arrive. Voilà. Et puis pour compléter ce que vous dites, c'est que en fait, il faut quand même bien voir quand on décide d'une collaboration ce qui est prévu dans la redevance. En effet, on imagine assez aisément que ce soit que j'ai accès à un bureau, j'ai accès au personnel de secrétariat, le ménage de mon bureau sera fait, etc. C'est toujours bien quand même de demander s'il y a bien accès à tout ça et si la redevance comprend tout ça. Hein. D'autres questions ? Moi, j'ai une question concernant les médecins qui ont des internes, ça se passe. Je ne sais pas si vous savez du coup, parce que du coup, c'est ni remplaçant ni collaborateur. Non, c'est des internes. Et du coup, est-ce qu'ils ont le droit d'exercer en même temps? Que les internes aient le droit d'exercer en même temps que les collaborateurs ? Non, que le médecin titulaire a le droit d'exercer en même temps que son interne, ça se passe. Et si c'est pas le cas, est-ce que du coup, ils doivent demander des dérogations à l'ordre des médecins ou... Alors pour l'interne, non. Pour moi, c'est le médecin ne peut pas exercer quand l'interne est là. Alors après, ça, y a pas non, ça, je ne peux pas vous répondre. Ok, ça marche. Ouais. J'ai à nouveau une petite question. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, si un praticien titulaire, du coup, qui est dans son cabinet tout seul, m'invite à rejoindre,
faut que je vienne forcément avec un statut de... Enfin, va falloir signer un contrat de collaboration libérale du coup Non. Non. Vous pouvez commencer par du remplacement. Mais s'il n'y a personne à remplacer, qu'il n'y a qu'un Lui seul médecin sur le... Lui Bah oui, lui, qui veut partir Oui, mais si en on... vacances. Non, si on travaille en même temps. Ah, d'accord. Donc, si vous travaillez en même temps, donc il y a le contrat d'assistanat. Je vais y venir après. D'accord, ok. OK. Et il y a un contrat que j'évoque jamais, mais je vais l'évoquer exprès pour vous, comme vous posez la question. C'est un contrat d'association probatoire. D'accord, ok. OK. Parfait. Donc, la collaboration, c'est le contrat phare, mais et qui est souvent le plus pratique, qui pose des problèmes de TVA. Mais en médecine générale, c'est rare. Par contre, souvent, le contrat de collaboration libérale, on ne le fait jamais sur des disciplines où en fait les redevances peuvent être très élevées sur l'année, et notamment aux alentours de plus de 35 000 € sur l'année. Pourquoi ? Parce que ça pose des problématiques de TVA. Donc il y a des spécialités pour lesquelles, de toute façon, on ne fait jamais de contrat de collaboration à cause de ça. Donc, on va pouvoir parler de l'association probatoire si vous voulez. D'accord. Je demande tout ça parce que je suis spécialiste actuellement Dans quel domaine ? psychiatrie. J'ai toujours été à l'hôpital, donc c'est pour ça que je Ok. ne sais vraiment rien de tout ça. Oui, comme vous Merci. disiez, vous n'êtes pas imperméable, donc c'est déjà une bonne chose. Voilà. J'avance un peu ? Oui, il y a une autre question. Oui, j'avance. Alors, l'assistanat, ça vous parle ? Non ? Oui, je vais y venir. Alors, c'était un contrat qui n'était plus du tout utilisé, qui était dans le code de la santé publique, mais qu'on avait un peu oublié. Et puis, bizarrement, avec le Covid, on s'en est souvenu et ça nous sert bien. Le contrat d'assistanat, c'est ni un contrat de collaboration, c'est ni un contrat de remplacement, c'est un contrat entre les deux. Ça, donc, c'est un peu de la collaboration dans le sens où je vais pouvoir, si je suis assistant ou si je prends un assistant, je vais pouvoir travailler en même temps que l'assistant, que le titulaire du cabinet peut travailler en même temps que l'assistant. Donc, ça rejoint un peu la collaboration. Mais en fait, c'est un statut c'est plutôt un statut de remplaçant où on peut travailler tous les deux ensemble. Voilà. Alors, c'est pas magique, c'est soumis à la base, c'est pour des conditions spécifiques que je vous ai mis là. C'est lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population ou lorsque momentanément son état de santé le justifie. Ce qu'on constate, c'est que c'est assez largement autorisé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que souvent, là où c'est demandé, c'est on a un manque criant de médecins, ou en fait, on a des zones où il y a des médecins qui s'en vont, où il y a un afflux de population lié aux vacances, etc. Donc, au moins en Loire-Atlantique, je parle de la Loire-Atlantique parce que c'est là où j'ai le plus de contrats. En Loire-Atlantique, c'est assez souvent autorisé. C'est pas magique, ça doit être autorisé par le conseil départemental de l'ordre. C'est limité à 3 mois, renouvelable éventuellement, certes, mais vous ne pouvez pas faire ça indéfiniment. Par contre, ça fait le job pour un temps donné quand vous voulez tester. Donc, ce que je vous disais, c'est comme un peu une collaboration parce que vous pouvez exercer en même temps. C'est vous exercez sur les mêmes feuilles, donc c'est un peu comme un remplaçant. Bien évidemment, l'assistant doit être assuré. C'est à l'image du remplacement parce que j'exerce sous le secteur du médecin que j'assiste. Et l'assistant perçoit les honoraires au nom du médecin, donc ça fonctionne comme le remplacement, et il y a une rétrocession qui est versée. Pas de clause de non-réinstallation non plus. Donc ça fait le job quand même, ça. Il y en a qui l'utilisent ? Ouais, vous ? Ok. On ne vous a pas trop embêté au Conseil de l'Ordre ? Oh, alors, vous avez le droit à une dérogation ? Bon, il ne faut pas trop le dire, hein, parce que... Bon, voilà. Ça y est, ça c'est dit. Bon, voilà. Mais dans les textes, c'est marqué 3 mois renouvelables. Hein. OK. Alors, je vais vous parler avant de l'association probatoire. Avant, quand on n'avait pas la collaboration libérale, qu'on n'avait que le remplacement, les gens venaient quand même nous voir et nous dire mais comment je fais pour qu'on peut se tester, voilà, il y a quelqu'un qui voudrait venir, mais il ne sait pas s'il veut s'associer. Et on faisait les contrats d'association probatoire, qu'on fait toujours certaines fois, mais qui sont moins utilisés. Donc, le contrat d'association probatoire, ce n'est pas très compliqué. C'est vous avez un titulaire ou plusieurs titulaires de cabinet et vous avez une personne qui arrive, qui dit moi, j'aimerais bien venir bosser, mais je ne sais pas encore si je veux définitivement être là.
Donc, on fait un contrat entre eux qui dure 1 an, 2 ans, où on dit, bah, écoute, pendant cette période, tu vas venir bosser. Donc, d'un point de vue juridique, c'est un médecin qui est installé, qui aura sa carte. Mais c'est probatoire, c'est-à-dire qu'on va se laisser 6 mois, 1 an pour savoir si réellement on veut poursuivre l'association. Donc, il faut savoir qu'en matière contractuelle, on peut écrire plein de choses et prévoir plein de choses, sous réserve que du coup soit conforme à votre déontologie, au code de la santé publique, etc. Donc, le contrat d'association probatoire, on en a fait beaucoup avant la mise en place de la collaboration libérale. Puis après, on est devenu un peu feignant, on en a moins fait, parce qu'il y a la collaboration. Mais ça marche toujours. Ça peut être envisagé. Non, c'est pas pareil, parce que souvent, donc déjà, le médecin qui arrive, qui veut se tester un peu, il n'est pas collaborateur, il est médecin, enfin installé, mais voilà. Et il y a un contrat d'association probatoire où, en général, donc chacun perçoit ses honoraires. Vous vous mettez d'accord sur une répartition de charges et surtout, vous mettez une mention particulière en disant que chacun peut se séparer à la première demande de l'un ou de l'autre. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup moins utilisé, hein. Nous, on l'utilise beaucoup justement dans les groupes où on ne peut pas trop faire de collaboration à cause de cette TVA. Voilà. D'autres questions ou j'avance ? Bon, j'avance. Je voulais vous parler de quelques contrats dans le cadre d'un exercice en groupe. Parce que si vous êtes tout seul, ça va être plus limité. Alors, est-ce que vous connaissez tout ça ? L'ASCM ? Oui. Le règlement intérieur ? Bof. Le contrat d'exercice en commun ? Non. Une société d'exercice libéral, une SCP ? Ouais, je vois qu'il y en a qui hochent la tête. Une CISA ? Ouais. Une CPTS ? Ouais. Bon, bah voilà, on va essayer de balayer un peu ça. Je ne vous dis pas qu'on va tout faire, mais l'idée, c'est que quand vous allez rentrer, si demain vous voulez vous installer, vous allez de toute façon côtoyer ça dans votre vie professionnelle. Si vous exercez en groupe, vous aurez de toute façon besoin de partager des charges communes dans un groupe. Donc, vous aurez peut-être un loyer commun, du chauffage, une secrétaire, etc., etc. Donc, pas systématiquement, mais souvent, on mettra en place une société civile de moyens. On va en reparler. De même, si vous souhaitez faire un projet immobilier commun pour acheter vos locaux en commun, on utilisera la petite bulle verte, à savoir une société dédiée à l'immobilier, à savoir une société civile immobilière. Et puis, moi, j'insiste beaucoup sur le contrat en haut. Le contrat d'exercice en commun, c'est votre contrat de mariage. Alors souvent, c'est réalisé par-dessus la jambe, pas trop réfléchi, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, ce contrat d'exercice en commun, je trouve que demain, dans un projet d'association, c'est le contrat qui doit être réfléchi. C'est là où vous allez parler de votre organisation à vous tous, de votre manière de fonctionner. Si vous êtes malade, est-ce qu'il y a une solidarité sur les charges ? Comment se passent vos congés ? Comment vous organisez ? Comment se passe la prise en charge des urgences les samedis matins, etc., etc. Ce contrat, souvent, en fait, on prend le modèle du Conseil de l'ordre, on le signe parce que c'est bien, parce qu'il faut respecter la réglementation, mais vous réfléchissez pas réellement à ça. Et je trouve que c'est bien de s'y pencher un peu. Voilà. Et ensuite, ce que vous pouvez rencontrer aussi, c'est sociétés d'exercice libéral et SCP. Donc, il y a 2 volets. C'est des structures à la base qui ont été faites quand vous voulez mutualiser vos honoraires. Alors, est-ce que certains groupes sont concernés ? Alors, oui, mais voilà. Est-ce que j'ai des groupes de spécialistes qui exercent, parce que les médecins généralistes, souvent, exercent moins en mutualisation d'honoraires. Est-ce que j'ai des spécialistes ? Non ? Qui exercent Bon, j'en parlerai un petit peu au cas où. Et puis après, ces 2 structures-là, c'est des structures que vous allez forcément rencontrer. C'est en plus de votre exercice, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être amené à rentrer dans une société interprofessionnelle de soins ambulatoires qui est liée à de l'exercice coordonné.
et une communauté pluriprofessionnelle territoriale de santé où vous allez pouvoir être amené aussi à rentrer dans cette structure pour participer à des projets communs avec différents acteurs de la santé sur le territoire. Alors, la société civile de moyens, je ne vais pas vous faire un roman sur la société civile de moyens, aucun intérêt. L'intérêt, c'est que vous repartiez avec des alertes, des clignotants, des points sur lesquels vous devez absolument réfléchir quand soit vous rentrez dans une SCM ou soit quand vous intégrez un nouvel associé ou quand vous créez une société civile de moyens. Donc, je rappelle, la société civile de moyens, si vous vous installez demain, vous avez votre exercice où vous allez percevoir vos honoraires de votre côté. Ça, c'est personnel à vous. On va reparler éventuellement de la société commune d'honoraires, mais ce n'est pas ça mon sujet. Vous percevez vos honoraires, mais vous avez, avec vos associés, une structure dans laquelle vous avez besoin de mutualiser vos charges, les charges communes. Encore une fois, le loyer, les salaires, le chauffage, les petits consommables, etc. Donc, très souvent, on est obligé de faire une société civile de moyens. Pourquoi je dis très souvent? J'ai rencontré quelqu'un tout à l'heure au rendez-vous où il me disait, écoutez, Madame Richard, nous, on est 4 associés, donc on va chacun payer notre loyer auprès de la mairie. OK. Et puis, la secrétaire, on ne va pas la salarier, on va passer par le groupement, le GESS, groupement employeur santé service. D'ailleurs, voilà, ça peut être une possibilité en matière RH, mais ce n'est pas le propos là. Donc, au final, nous, on n'aura pas de charge commune. Je dis oui, c'est vrai. Hormis le loyer, si les salariés, les consommables, vous allez les acheter chacun de votre côté. Donc, il me dit, est-ce qu'on a besoin de faire une société civile de moyens? Une société civile de moyens est nécessaire que si j'ai des moyens à mutualiser. Si je n'ai pas de moyens à mutualiser, ma SCM ne sert à rien. Voilà, là aussi, pour lui, dans un premier temps, je ne voyais pas trop l'intérêt de faire une SCM. Mais dans 90% des cas, vous allez avoir des charges à mutualiser et donc vous allez être obligé de passer par cette SCM. Un petit rappel, cette SCM, ça n'est pas qu'entre médecins. Ça peut être avec des médecins et des paramédicaux. Ça peut être entre des médecins de spécialités différentes. Donc voilà, vous avez une structure médicale et paramédicale. Vous pouvez avoir une société civile de moyens entre médicaux et paramédicaux. Ça pose peut-être plus de problématiques de répartition de charges, mais c'est possible. Alors, un peu de fiscalité, parce qu'autrement, ce n'est pas drôle. Si demain, vous êtes installé en individuel, je ne parle pas si vous êtes en société d'exercice libéral ou en SCP, on en parlera après. Si vous êtes indépendant, vous, à titre professionnel, vous allez remplir une déclaration fiscale. Chaque déclaration fiscale a son petit numéro. Par exemple, votre déclaration d'impôt sur le revenu, c'est le petit numéro 2042. La déclaration fiscale professionnelle pour vous, vos revenus, elle porte le numéro 2035. Et par contre, une SCM, elle porte le numéro 2036. Voilà, donc ça, il faut que vous gardiez ça à l'esprit. Voilà. Chacun a son petit numéro. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous, professionnels, vous allez, dans votre déclaration 2035, mettre votre chiffre d'affaires. On n'a pas prévu de faire de compta ni de fiscalité cet après-midi. Vous allez mettre votre chiffre d'affaires et vous allez mettre toutes les charges que vous avez payées. Et puis, vous allez y rajouter aussi toutes les charges que vous avez supportées indirectement dans la SCM. Alors, qu'est-ce que vous supportez comme charge dans la SCM ? Imaginons que dans la SCM, vous avez un loyer, un salaire à payer, etc. et que vous êtes 4 associés. Et qu'il y en a pour 20 000 € de charges à l'année. Ça ne fait pas beaucoup, mais bon. Vous êtes 4 associés donc, et que vous répartissez à égalité, donc vous supportez chacun 5 000 € de charges. Donc ces 5 000 € de charges, en fait, et ça va être déclaré à un moment donné dans la SCM, parce qu'elle a sa propre déclaration. Mais ensuite, pour déterminer votre bénéfice, vous allez le remettre dans votre déclaration 2035 pour que ce soit bien compris dans vos charges et que votre bénéfice tienne compte de ces charges que vous avez payées via la SCM. Donc la SCM, c'est qu'une structure de passage, hein. C'est-à-dire, ça fonctionne comment ? Vous allez mettre des sous sur le compte de la SCM. La SCM va payer des charges et à la fin, on va faire les comptes. Avez-vous mis assez de sous dans l'année ?
Est-ce que vous en avez mis trop? Est-ce que vous en avez mis pas assez? Voilà. Alors, je vais vous présenter cette slide-là, puis après, on va passer aux questions, si vous voulez. Alors là, si vous devez vous rappeler de quelques petites choses sur la SCM, c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, les sujets de fâcherie sont là, systématiquement. Il n'y en a pas d'autres, quasiment pas. Quand vous allez rentrer dans une SCM ou que vous allez créer une SCM ou que vous allez faire rentrer quelqu'un, vous avez une responsabilité de vous assurer que les règles juridiques sont cohérentes. Vous avez cette responsabilité-là et vous ne pouvez pas dire bah, « je ne savais pas ». Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas. Et en fait, les sujets de fâcherie sont là. Régulièrement, les sujets de fâcherie, c'est principalement concernant... alors, je vais commencer par le gros sujet qui fâche, les clés de répartition des charges entre les associés. Cette SCM, elle prend en charge des loyers, des salaires, etc., etc. Et puis, vous êtes 4 associés. Et vous avez toujours dit que c'était à égalité. Bah, pas de problème, c'est à égalité. Ah bah oui, mais moi, j'exerce plus que 2 jours par semaine et j'exerce 2 jours à la PMI. Alors là, voilà, premier sujet de friction. Est-ce que je dois continuer à payer pleinement ou est-ce que je paye à mi-temps? Ah bah oui, mais moi, j'ai toujours exercé que 4 jours, mais maintenant, j'ai un collaborateur qui exerce 4 jours aussi. Bah, je dois payer pour lui ou je ne paye pas pour lui et voilà. Et en fait, si on n'a pas bien défini les choses, ce sont des sujets de fâcherie. Donc, il faut établir un règlement intérieur, vraiment, on va dire, réfléchi. Vous n'avez pas besoin d'en faire 25 pages, hein, pas du tout, mais simplement réfléchi sur lequel, en fait, vous allez indiquer quelles sont les clés de répartition, mais aussi quelles sont les clés de répartition s'il y en a un de vous qui est malade, s'il y a l'un de vous qui travaillait moins, s'il y a l'un de vous qui, à un moment donné, part précipitamment sans respecter son préavis de départ, etc., etc. Parce que de toute façon, l'associé qui paierait moins ses charges ou qui paierait moins bien ses charges, l'effort se reporterait sur les autres. C'est pas magique, les charges, elles ne sont pas moindres, elles sont identiques. Donc ça, c'est des gros sujets. Le gros sujet aussi, c'est quand il y a un associé qui s'en va et qu'on n'a pas prévu les modalités de départ d'un associé retrayant. Quand il y a un associé qui s'en va et qu'il y en a un autre qui arrive, le sujet, il est moins compliqué. Par contre, quand il y a un associé qui s'en va et qu'on n'a pas anticipé les choses et que ça remet en cause plein de choses, bah, par exemple, on avait une salariée à 39 heures. Mais désormais, on ne va plus pouvoir la garder à 39 heures parce qu'on est 4 associés, on va être plus que 3, voire 2, et en fait, financièrement, on ne peut pas. Alors, on fait quoi? On licencie, on propose une réduction du temps de travail. Est-ce que l'associé qui s'en va, il doit en payer une partie, etc., etc. Donc ça, ces sujets-là doivent aussi être traités dans un règlement intérieur. Et c'est d'autant plus important que quand on a un nouveau qui arrive dans la structure, bah c'est bien qu'en fait, ces sujets-là ne soient pas des sujets de fâcherie 1 an ou 2 après l'arrivée. C'est toujours très, très désagréable. Donc, il faut mieux en parler pendant que le sujet n'existe pas. Quand le sujet n'existe pas, c'est beaucoup plus facile d'en parler et d'acter les choses. Et puis, sur la partie statut, c'est bien aussi qu'on indique bien dans les statuts quel est le délai de départ d'un associé. Bah, en fait, s'il peut s'en aller du jour au lendemain, c'est peut-être un peu gênant. Alors, soit, sans doute que dans la majeure partie du temps, l'associé respectera un délai, mais des fois, c'est je pars plus, je pars plus et je pars. Voilà. Bon, et personne n'a pu s'organiser. Qu'est-ce qui se passe aussi? Alors, indépendamment d'un départ, qui prend les décisions au sein de la SCM? À la fin de l'année, il y a des primes à verser aux salariés. Qui décide? Moi, parce que je fais des RH. Bah non, en fait, c'est bien qu'on soit d'accord. Donc, c'est une majorité des associés, c'est tout le monde doit être d'accord, voilà. Donc, toutes ces choses-là doivent être vues. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions, docteur Simon? À l'arrivée d'un autre associé, il y a un avenant au règlement intérieur où l'ancien règlement intérieur s'applique, où les statuts changent, il y a des avenants.
Quand il y a l'arrivée d'un nouvel associé? Oui. Ouais. Alors, le principe, c'est que quand il y a l'arrivée d'un nouvel associé, il achète des parts ou il souscrit à des nouvelles parts et les statuts s'appliquent à lui automatiquement. Donc, les statuts, les règles qu'il y a dans les statuts s'appliquent et il est obligé de les respecter. En revanche, le règlement intérieur, si vous ne dites pas ou si vous ne lui faites pas signer l'ancien règlement intérieur ou un avenant, peu importe, bah, il peut dire « moi, je ne suis pas au courant ». Donc, si vous ne voulez pas trop vous embêter, que votre règlement intérieur il a déjà été bien travaillé, qu'il n'y a pas de souci, en fait, vous lui faites juste signer un avenant ou juste le règlement intérieur que vous avez signé déjà. Mais c'est important de lui faire signer. D'autres questions? Je vous ai perdu? Non? Vous avez peur? Non, faut pas. Parce qu'en fait, tant que les choses sont vues, c'est pas parce que en fait, j'évoque les sujets que ils se passeront. J'ai pas compris moi l'histoire de la prime à verser aux salariés. Enfin, ça, je suis pas au courant. C'était un exemple. Vous avez des salariés et en fin d'année, un des associés voudrait leur donner une prime en fin d'année, une prime de Noël. Ok. Et puis, au sein du cabinet, c'est plus le docteur Intel qui s'occupe des RH, qui s'occupe des payes, etc., etc. Puis lui dit, moi, j'aimerais bien verser une prime. Puis les autres disent, non. Et c'était pour illustrer. Mon propos, c'est comment on prend les décisions. Est-ce qu'on les prend collégialement, à la majorité? Est-ce que celui qui est en charge des RH décide de tout? Voilà. Ça aussi, c'est des sujets de fâcherie. J'avance? Alors, le bail des locaux, parce que je vois que le temps file. Le bail des locaux, je vais faire un petit focus, parce que alors là, ça peut être compliqué. Alors, souvent, s'il y a un bail entre votre SCM et que vous êtes par ailleurs propriétaire, les conditions du bail, on s'en fiche un peu. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche un peu, je ne devrais pas dire ça. C'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est entre vous et vous-même. Bon, très bien. Mais si vous avez un bail avec un tiers, c'est quand même bien de savoir quelles sont vos conditions de location, les conditions de résiliation, etc. etc. Donc là, il faut que vous ayez un œil attentif si vous êtes amené à prendre un bail, à signer un bail, pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Donc, on a globalement deux types de baux. Le bail professionnel et le bail commercial. Alors, vous allez me dire, non, le bail commercial, ce n'est pas possible, je suis libérale. Si. Aujourd'hui, les professions libérales peuvent être soumises au statut du bail commercial. Donc, la différence, elle est assez simple. Si vous êtes locataire et que vous voulez garder une certaine liberté, vous optez pour le bail professionnel, puisque votre bailleur, il est tenu à un contrat de bail d'au moins 6 ans. Par contre, vous, en tant que locataire, vous pouvez résilier à tout moment, moyennant un préavis de 6 mois. En revanche, si vous êtes en bail commercial, vous serez tenu par des durées de 3 ans, 6 ans, 9 ans. C'est le fameux bail 3-6-9. En revanche, si vous êtes très content du local où vous êtes et que vous voulez une sécurité et pouvoir y rester, il faut savoir que le bail professionnel, à l'issue de la durée de 6 années, le bailleur peut vous dire ciao, bye bye, et vous n'avez aucune indemnité et vous avez le droit de vous en aller. En bail commercial, c'est beaucoup plus compliqué pour le bailleur de résilier. Il peut résilier uniquement à la fin de chaque période triennale. Il peut résilier, mais non, ça c'est le locataire. Le bailleur peut être tenu de résilier, mais s'il résilie, il est obligé de donner une indemnité d'éviction. Donc c'est pas drôle. Donc voilà, donc là vous devez être attentif, pas signer tout ce qu'on vient de vous proposer, mais vraiment de faire coller votre bail à votre projet. Si votre bail, c'est un projet d'attente, vous allez plutôt prendre un bail professionnel. Alors, il faut encore que vous puissiez négocier, mais soyez attentifs. Le contrat d'exercice en commun. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est vraiment le contrat sur lequel vous devez faire un effort de réflexion. Ce contrat, comme je vous disais tout à l'heure, il va parler des congés, il va parler comment se passe l'intégration d'un nouvel associé, il va parler de l'organisation de votre activité, du cas de départ,
exclusion d'un associé, même si c'est un gros mot, il faut quand même en parler si vous avez un associé qui a fait n'importe quoi. Et ce contrat, c'est bien quand même que vous y regardiez d'un peu plus près, parce que si demain, il devait y avoir des difficultés entre vous, c'est un contrat sur lequel vous pouvez vous référer. Donc moi, j'insiste pour que vous fassiez un travail de réflexion. Si ce contrat il a été bien travaillé à un moment donné et qu'il y a un nouvel associé qui arrive, super, c'est le nouvel associé, un peu à l'image du règlement intérieur, signe ce contrat et pas de problème. Si vous savez pertinemment que ce contrat, il est un peu ancien, voire même à l'époque, vous n'aviez pas eu trop le temps, voilà, faites l'effort de le regarder. Des questions ? Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez le réactualiser. Après, la problématique, et puis on n'est jamais dans l'urgence, la problématique, c'est toujours de faire plutôt les contrats quand tout va bien. OK ? Parce que quand ça commence à sentir le roussi, vous n'arriverez jamais à refaire les contrats. Donc, bien sûr qu'il peut se réactualiser. Et peut-être, moi, c'est ce que je dis, il ne faut pas y revenir tous les 4 matins, mais à l'occasion de l'intégration d'un nouvel associé, c'est bien de s'y repencher. Voilà. D'autres questions ? Bon. La société civile immobilière, ça intéresse quelqu'un ou je passe à un autre sujet ? Est-ce que vous voulez quelques tuyaux ? Ouais ? OK. Alors, la société civile immobilière, c'est un super outil, mais que vous avez peut-être déjà utilisé à titre perso. C'est dédié à l'immobilier. Donc, cette SCI, elle sert donc à acheter de l'immobilier, mais moi, je vais vous parler d'une SCI à coloration professionnelle. Vous avez pu faire une SCI avec votre famille pour acheter un bien de famille, etc. Moi, je ne vous parle pas de ça, je vous parle de la SCI qui va vous servir à acheter l'immeuble professionnel. Et là, en fait, on va avoir un raisonnement un peu différent de par cette coloration professionnelle. Il va falloir être attentif aux règles de fonctionnement et aux obligations de chacun. Je vous donne un exemple. Alors, je vais aller directement sur les clignotants. Les sujets qui fâchent, voilà, attention les sujets qui fâchent. Donc, les sujets qui fâchent, c'est... je pense qu'on connaît tous cette histoire. Vous rentrez dans une SCI où vous avez eu vent d'une SCI où il y avait des anciens professionnels et ces anciens professionnels ne sont plus en activité mais continuent à être associés d'une SCI. Donc, je vous fais le schéma. Alors, c'est bête, je n'ai pas de crayon, je vous aurais dessiné. Imaginons que vous êtes 4 professionnels en exercice et que vous versez un loyer de 5 000 €. 4 000 €. Vous êtes 4 professionnels, vous versez un loyer de 4 000 € à cette SCI, donc qui reçoit un loyer de 4 000 €. Et dans cette SCI, il y a 5 professionnels, enfin 5 associés, les 4 professionnels plus un ancien professionnel. Ces 4 000 € de loyer que vous remontez reviennent à qui ? Reviennent à 1/5, enfin aux associés de la SCI à hauteur d'1/5. Jusque-là, vous me suivez ? Et donc, en fait, ce qui peut être assez problématique, c'est que si le ou les associés qui est en activité, qui restent dans la SCI, continuent à percevoir du coup une quote-part qui correspond au loyer versé par les associés en exercice, ça peut devenir crispant. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut anticiper ces choses-là pour faire en sorte que cette SCI demeure, le plus souvent possible, parce qu'il y a des fois il y a des situations où on ne peut pas faire autrement, mais demeure le plus souvent possible avec une coloration professionnelle. Alors c'est quoi ? C'est par exemple, est-ce qu'une règle est prévue dans les statuts où il est dit que si un associé cesse son activité professionnelle, il est obligé de proposer la vente de ses titres, de la SCI ? Souvent, c'est non, ce n'est pas prévu. Et on se retrouve avec une situation compliquée comme je viens de vous évoquer. Est-ce que dans la SCI, je peux y intégrer tout un tas de personnes ? Mes enfants, mon mari, etc. Bon, comme je vous ai dit qu'elle était... Alors, l'ASCM, on ne s'est pas posé la question, parce que l'ASCM, c'est entre professionnels. Mais la SCI, si je dis rien, pourquoi est-ce que mes enfants et mon mari ne rentreraient pas dedans ? Bon.
Donc, vous imaginez bien que, en fait, dans les statuts, on fera attention à dire que ne peuvent être associés que des associés professionnels, qui sont par ailleurs en exercice dans les locaux. Est-ce que, alors il y a des fois, j'ai des SCI avec des médicaux, des paramédicaux, mais chacun, par exemple, les kinés occupent une très grande surface, les paramédicaux occupent une toute petite surface parce que, par exemple, les infirmiers sont 4 sur un même cabinet. Donc, si tout le monde veut être propriétaire d'une SCI, on va essayer de répartir la SCI au prorata des surfaces occupées par chacun. Bon, voilà, par exemple. Donc, la clé de tout ça, c'est pas de vous faire un livre juridique voilà, sur ce qu'il faut écrire, etc. Mais gardez ça à l'esprit, c'est les points de vigilance. Si demain, vous rentrez dans une SCI ou si demain, vous faites un projet immobilier, en fait, ces questions-là, vous devez vous les poser. Ouais, ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des sujets, des soucis? Non, tout le monde est fatigué. Ah bah oui, puis il est bientôt 5 heures. Est-ce que, alors, ce que j'avais prévu de vous montrer, c'est vous parler un peu des sociétés d'exercice libéral, des SPFPL, des CISA et des CPTS. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a, si on doit trier parmi ça, est-ce qu'il y a un sujet particulier que vous voulez qu'on voit? Plutôt les sociétés d'exercice? Ouais? Je vous fais un petit mot là-dessus. Donc les sociétés d'exercice, alors vous en entendez partout parler. Alors la société civile professionnelle peu, mais la société d'exercice libéral beaucoup. Une société d'exercice, à la base, c'est une société dans laquelle je vais percevoir mes honoraires pour mon activité. Donc aujourd'hui, vous, professionnels, vous avez deux moyens d'exercer, soit ce qu'on appelle en BNC, en individuel. Donc vous allez percevoir vos honoraires, vous allez payer vos charges et vous allez être fiscalisé sur le bénéfice, donc chiffre d'affaires moins vos charges, et vous paierez un impôt sur le revenu sur votre bénéfice. Ou vous avez le choix de loger votre activité dans une SEL ou une SCP. Alors, avec la nuance, c'est qu'à la base, ces sociétés d'exercice étaient faites pour des exercices en groupe, à plusieurs. Nous sommes plusieurs médecins et nous voulons mutualiser nos honoraires. Et donc, on met tout dans un pot commun, on met tous nos honoraires dans un pot commun, toutes nos charges dans un pot commun et on se répartit un bénéfice. Alors ça, voilà, il y a encore des structures, il y a beaucoup les anesthésistes, beaucoup certains groupes de gynéco, certains groupes de cardio aussi. Et il y avait beaucoup de groupes de médecins généralistes. Alors dans les Deux-Sèvres, je ne sais pas pourquoi, mais on rencontrait beaucoup de gens qui mutualisaient leurs honoraires. Et puis après, ce qu'il y a, c'est que donc cette société d'exercice, c'est une chose, et après, cette société d'exercice peut exister avec un associé. C'est la société d'exercice libéral à titre individuel. Et donc là, l'idée n'est pas de mutualiser les honoraires entre plusieurs associés, c'est plutôt de bénéficier d'un régime fiscal différent que l'exercice BNC que je vous ai présenté. Donc aujourd'hui, demain, si vous vous installez, vous aurez le choix et que vous mutualisez pas vos honoraires avec d'autres, vous aurez le choix entre un exercice BNC, fiscalement BNC, ou un exercice en société d'exercice libéral. Voilà. Donc je vais vous expliquer la différence. Alors, donc, je vais pas vous parler de la société civile professionnelle ni de la société de fait parce que c'est des structures, on va dire, qui se font moins aujourd'hui, même si par exemple la société de fait, elle a son intérêt, mais je vais plutôt vous parler de la société d'exercice libéral, société dont vous entendez beaucoup parler. Donc vous avez compris qu'on peut avoir une société à associé unique ou une société à plusieurs associés. Je vais plutôt vous parler de ça. Donc, pourquoi les gens font quelquefois une société d'exercice libéral à associé unique? C'est pour bénéficier d'un régime fiscal particulier qui s'appelle l'impôt sur les sociétés. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là parce qu'on n'en a pas le temps et puis ce n'était pas l'idée. C'est que quand vous êtes en entreprise individuelle en BNC, vous avez un chiffre d'affaires de 100 000 €, vous avez des charges de 50 000, vous avez un BNC de 50 000, vous êtes fiscalisé sur 50 000. Et vous payez de l'impôt sur le revenu et des cotisations sur 50 000.
Si vous êtes en société d'exercice libéral à l'IS, vous faites un chiffre d'affaires de 100 000, vous faites vous avez des charges de 50 000 et vous vous rémunérez 30 000. Dans ces cas-là, vous avez un bénéfice. Et on déduit de vos charges votre rémunération et vous avez un bénéfice de 20 000. Et quand vous avez un bénéfice que vous ne souhaitez pas consommer, voilà, parce que vous avez fait un bénéfice mais vous n'entendez pas tout consommer, la structure à l'IS vous permet de mettre en réserve ce bénéfice et ce bénéfice n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Donc, ce qu'il faut retenir, cette société d'exercice libéral à associé unique, si vous étiez amené à le faire, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez un résultat important que vous ne souhaitez pas consommer dans son entièreté et que vous préférez le mettre en réserve pour une utilisation ultérieure ou pour faire des investissements divers et variés. Ce n'est pas un outil magique, ce n'est pas un outil voilà, qu'il faut utiliser à tout va, c'est-à-dire que si le bénéfice que vous avez, vous l'utilisez, vous en avez besoin, vous le consommez, vous oubliez l'idée de faire une société d'exercice libéral, ça ne vous servira à rien. Voilà. Donc, ces fonctions, si vous êtes intéressé par ça, ces fonctions 1 de votre niveau de chiffre d'affaires, de votre niveau de bénéfice, et surtout pas se précipiter. C'est plus facile d'exercer en BNC à un moment donné et de passer après en société d'exercice libéral que de faire l'inverse. Voilà. Donc, certains ont des questions sur la société d'exercice libéral ? Qui est-ce qui me pose la question ? Ouais. Alors, les inconvénients particuliers de la société d'exercice libéral, c'est que déjà, c'est une comptabilité d'engagement. Je vous parle un peu de compta ? Un peu, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui sont allergiques. Quand vous êtes en BNC, vous mettez dans votre chiffre d'affaires tout ce que vous avez encaissé et les dépenses que vous avez payées. Encaissé, payé. Quand vous êtes en société d'exercice libéral, on va être un peu sur autre chose, c'est-à-dire tout le chiffre d'affaires encaissé, mais aussi que vous devez recevoir. Alors, quand vous êtes dans un cabinet en médecine générale, globalement, c'est à peu près pareil. Mais par exemple, si vous exercez dans une clinique et que vous attendez des redevances qui viennent 2 mois après, ce n'est pas pareil. Okay ? Et vos charges, dans une SEL, c'est les charges qui sont dues à une date donnée, même non encore payées. Donc, c'est une comptabilité qui est plus, on va dire, qui reflète plus la réalité, mais en termes de comptabilité, il faut être plus rigoureux. Et voilà, faut être plus rigoureux et il y a souvent un coût un peu plus important en matière de comptabilité. Voilà. Donc, ça ne pose en général aucun problème à ceux qui n'ont pas forcément connu autre chose. Ça peut être un petit peu plus difficile pour ceux qui ont eu un exercice assez long en BNC et qui ont aimé cette souplesse, voilà, du BNC. D'autres questions ? Non ? Donc, les points de vigilance, est-ce que ça intéresse quelqu'un que j'insiste là-dessus sur les sociétés d'exercice libéral à plusieurs associés ou pas ? Parce qu'autrement, je n'insiste pas si vous n'êtes pas concerné par ça. Non, j'avance ? Alors, est-ce que ça intéresse quelqu'un de parler de... Alors, parce que la dernière fois, je m'étais refusée à en parler et puis j'avais eu des demandes. Est-ce que vous connaissez la SPFPL, Société de participation financière de profession libérale ? Bon, alors je vous en parle en 2 mots, parce qu'il est déjà 17h et on va s'arrêter là-dessus après. Oui, c'est ça. Donc la SPFPL, c'est un truc qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. Vous en aurez besoin ou pas besoin, c'est pas grave. Voilà. La SPFPL, alors au départ, c'est dur à prononcer, puis après, ça se prononce tout seul quand on l'a prononcé 1 ou 2 fois. C'est une société financière dédiée aux professions libérales. Donc, de toute façon, si vous avez une SPFPL, c'est parce que déjà, vous êtes déjà en SEL. Et la SPFPL peut avoir un intérêt si vous avez des titres à acheter ou des participations à prendre. Mais c'est pareil. En fait, moi, je suis très prudente avec ces schémas-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous ayez vraiment un intérêt professionnel derrière. Parce que si vous faites ces structures-là sans les faire vivre,
vous avez une structure SEL à gérer, une structure SPFPL à gérer, qui fonctionne pour pas grand-chose, pour pas... voilà, donc il faut, quand on met en place ces structures-là, c'est que vraiment il y a un intérêt, vous êtes obligé d'acheter des parts de SEL à un certain prix, par exemple. Alors, dans certains groupes, ça se justifie. Hein, quand vous commencez dans un labo à acheter des parts à 600 000 ou 1 million d'euros, oui, voilà, là, ça peut justifier de faire une société holding. Quand vous rachetez des parts d'une société d'exercice libéral à 50 000, non. Voilà, clairement, non. Donc, voilà, je vous en dis juste 2 mots, mais c'était tout. Et puis, comme il est déjà 17h, voilà, il est 5h10, mais c'est ça, hein? Il est 5h10. Hein, ouais. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est continuer à répondre à vos questions si vous en avez. Et puis après, on arrête là. Si vous avez quelques questions sur les CISA ou les CPTS, n'hésitez pas. Mais je vous ai déjà pris beaucoup de votre temps. Ouais. Ouais. Vous voulez savoir quoi? Pas tout, je connais pas. Tout. C'est quoi une CISA? Qui sait? Au revoir, bonne soirée. Donc une CISA, ça s'appelle une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Donc une CISA, c'est une structure qui a été mise en place il y a quelques années pour un regroupement de professionnels de santé qui souhaitaient mettre en place des actions de coordination et d'éducation thérapeutique. Donc, souvent, quand il y a ces CISA qui existent, vous exercez. Donc, il y a des sommes qui sont versées à cette CISA, des ACI souvent, pour vous aider à travailler en coopération et en coordination entre plusieurs professionnels par rapport à des projets communs. Donc, ça peut être un projet sur la tabacologie, sur l'obésité, sur des choses comme ça. Et vous allez travailler entre plusieurs professionnels de santé sur ces projets-là. Et vous allez être rémunéré pour les réunions que vous ferez, les actions que vous mettrez en place. Donc, ça vient se coller, ça vient en plus de votre activité libérale. Okay. Donc, souvent, les gens, ils aiment bien parce que y a une coopération et une collaboration entre les professionnels de santé qui est nécessaire. Et donc, vous avez des sommes qui sont versées pour les actions que vous menez. Et les textes, enfin la législation, a exigé de créer ce type de société pour en fait bénéficier de sommes, de subventions dans le cadre des MSP. C'est la structure en fait juridique qui permet de faire fonctionner les MSP. Donc après, les obligations sont, si vous souhaitez intégrer une CISA, il faudra prendre des parts. Alors les parts ne valent rien. Il faudra respecter, alors même chose, les statuts, un règlement intérieur. Et si sur votre territoire, vous avez une CISA, vous pouvez vous intéresser au sujet et voir si les projets qu'ils proposent vous intéressent. D'autres questions ? Vous avez effleuré tout à l'heure la question de la TVA pour les collaborations. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Alors, la règle, c'est que vous exercez une profession médicale et donc la règle, c'est que vous êtes assujetti à la TVA, mais expressément exonéré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que vous faites votre activité médicale, vous ne payez pas de TVA. Si vous faites une activité autre que médicale, vous payez la TVA. Quand vous avez un collaborateur, c'est une activité qui n'est pas une activité médicale. C'est une activité commerciale. Alors, ça choque un peu les gens, mais j'ai un contrat de collaboration, je reçois une redevance. La redevance n'est pas une consulte, n'est pas un acte médical. Et donc, sur la redevance que vous percevez, vous êtes tenu de payer de la TVA. Mais l'administration fiscale a dit « Oui, mais je prévois une franchise ». La franchise, je suis désolée, j'ai plus le montant exact en tête, c'est entre 35 et 39 selon la première année et la deuxième année. Bon, bref, si vous dépassez ce seuil-là, en fait, vous êtes tenu de verser 20% de TVA sur le montant des redevances que vous avez perçues. Voilà. 20% sur le montant au-delà des 35 000 euros ou la totale ? La totale. Ah ouais, donc si on passe à 36 000... Ok. D'autres questions ? S'il y en a une là-bas.
vais rester sur la redevance. Comment ça se passe chaque année, ils doivent justifier du pourcentage demandé de redevance, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que Par rapport à la TVA, à la collaboration, le collaborateur paye une redevance Oui, qui correspond aux frais engagés pour sa collaboration. oui. Et normalement, les confrères doivent justifier régulièrement des frais de la redevance demandée aux collaborateurs. Ma question est comment ça se passe en pratique? Par exemple, s'ils demandent de prendre 30%, normalement, ça doit correspondre aux frais engagés. Alors, oui et non. Oui et non. Parce que c'est là où, en fait, ce qui est dit dans le modèle de contrat, il est dit que, par exemple, vous prévoyez 30%, mais vous refaites le point chaque année pour savoir s'il faut ajuster en fonction des frais réellement payés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc en effet, il faut refaire le point, parce que si à un moment donné, les charges ont beaucoup augmenté et que les 30% ne suffisent pas, en effet, il faut l'accepter. Mais la redevance de collaboration ne correspond pas en principe qu'aux charges. La redevance de collaboration, c'est le fait que j'arrive, que certes, j'ai un bureau, j'ai une organisation avec le secrétariat qui va me prendre mes rendez-vous, voire même j'ai l'ordinateur, voilà. Donc je m'assois, je n'ai plus qu'à consulter, mes rendez-vous en plus ont été pris par la secrétaire. Mais ça va au-delà de ça, la redevance. En principe, la redevance, c'est aussi le fait que je paye aussi un service organisé. Pas qu'en termes de charges. Plus la patientèle est importante, plus on va utiliser la secrétaire, etc. Voilà, et c'est là où moi je vois bien ce qui se met dans le modèle de contrat en disant c'est revu tous les ans en fonction du niveau de charge. Oui, parce que si le niveau de charge devenait trop important, en fait, il faudrait bien le revoir. Mais en soi, c'est pas, si je demande 30% et que si je regarde le montant des charges et que j'en ai eu pour, au final, j'ai réellement coûté 25% de charges, ça n'est pas incohérent de rester sur 30%. Mais s'il y a si quelqu'un se plaint en disant je paye trop. Ben non, le contrat, c'est le contrat. Ouais. Si le contrat dit, ça dépend. Si le contrat dit, je paye 30%, qui est de toute façon une provision à valoir sur du coup le montant des charges que je coûte. Je suis d'accord avec vous. Si par contre il est écrit que je paye une redevance de 30% et que voilà, c'est revu chaque année en fonction de divers critères, j'ai payé 30%, peu importe ce que ça a coûté au cabinet. Et c'est vrai que souvent il y a une confusion, c'est-à-dire que le pourcentage de redevance, c'est pas que le coût en fait, c'est l'organisation. Il faut savoir qu'un collaborateur qui s'en va, quelquefois, il va laisser ses patients au cabinet. Enfin, en fait, c'est le fait d'avoir. Il y a une partie qu'on ne peut pas chiffrer, en fait. C'est ça, qui n'est pas chiffrable. Et moi, c'est pour ça que je suis favorable à mettre un montant forfaitaire. Bien évidemment, d'expliquer aux collaborateurs que du coup, c'est cohérent par rapport aux charges, etc. Mais pas forcément vouloir arriver à l'euro près. D'autres questions? Ouais. Est-ce que cette même chose s'applique sur les contrats de remplacement? Alors, sur les contrats de remplacement, c'est souvent un peu différent parce que le remplacement, je dis un one-shot. Donc, le contrat de remplacement, en fait, la redevance, elle est, je veux dire, elle n'est pas du tout fonction voilà, c'est forfaitaire. Par exemple, moi, je suis sur un contrat de remplacement depuis 2 ans et demi dans le même endroit. Ouais. Où il s'avère que là, je remplace des médecins différents, donc aucun ne se retrouve à avoir cette limite-là. Mais si j'étais toujours avec la même personne, on pourrait se retrouver dans ces circonstances-là. Est-ce que le médecin se retrouverait aussi à payer la TVA? Ou comme c'est pas... Non, je parlais sur la... J'étais restée sur la TVA. Sur la TVA. Oui, désolé. Non, la TVA, non, parce que la TVA... Alors, l'administration fiscale a essayé. Le principe, c'est que le remplacement, non, il n'y a pas de problématique de TVA. Okay. Par contre, l'administration fiscale est assez inventive, voilà, et pourrait considérer un jour que ça n'est pas du vrai contrat de remplacement, puisque je vous ai rappelé la règle. Voilà. Mais non, le principe, c'est que la TVA ne s'applique pas sur un contrat de remplacement. Merci. D'autres questions? Puis après, voilà, je vais libérer les gens, parce que... je vous remercie pour votre attention, et puis bonne soirée, et puis au plaisir.